Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, merci d'avoir choisi Cube aujourd'hui en ce 1er avril. Moi, ça m'inquiète tout le temps d'animer un 1er avril parce que j'ai toujours peur qu'il y ait des collègues qui me fassent des blagues, qui me fassent des accraires, comme on dit. Toi, Cybèle, est-ce que ça te stresse d'être là un 1er avril? Ben, moi, ce matin, j'ai pogné à un poisson d'avril de la part du Parti populaire du Canada. Maxime Bernier, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, il a fait une publication en disant qu'il s'était joint au Parti conservateur, en disant finalement, nous allons allier nos forces. Et là, j'ai dit, oh non, c'est pas vrai ça. Puis là, finalement, ben, j'ai posé la question, j'ai renvoyé un petit coucou en disant, j'imagine que c'est un poisson d'avril. Ils m'ont dit oui. Ils t'ont confirmé. Je le dirai pas, mais j'y ai cru. Là. Ouais, tu y as cru. Mais là, tu viens de le dire devant des milliers et des milliers d'auditeurs. On salue Cybèle Olivier, qui a un excellent sens de l'humour. Moi, le meilleur commentaire que j'ai vu sur les internets, puis il y a plusieurs personnes qui l'ont fait, donc j'en revendiquerai pas du tout la maternité, c'est des gens qui ont dit, avec tout ce qui se passe en ce moment, avec toutes les niaiseries que fait le propriétaire, par exemple, de la Maison-Blanche, le locataire de la Maison-Blanche, avec toutes les affaires absurdes qui se passent en ce moment, on n'a même pas besoin d'inventer des poissons d'avril. On a l'impression de vivre dans un poisson d'avril. Ouais. Bon. Alors, les poissons d'avril, ça nous fait rire. Il y a des gens qui sortent des très bonnes blagues, des très bonnes jokes. As-tu vu le FEC? Le FEC? Oui, Stéphanie vient d'en parler. Oui, OK, je l'ai pas selon entendu. La grandeur, voilà. selon la grandeur. Mais là, tu m'as coupé mon sifflet. Désolée. T'es parti dans mon inspiration. Je recommence. Mesdames et messieurs, le 1er avril, on fait des blagues, on fait des jokes. Mais vivre sur le bien-être social, ça n'est pas une blague. On va rencontrer sur l'aide sociale maintenant. On dit, mais moi, c'est parce que je suis vieille. Je suis de l'époque où on disait bien-être social. Ma première invitée est journaliste à Urbania. Elle s'appelle Florence Larochelle. Et pour un reportage, elle a passé 1 mois à vivre avec, donc, 829 $, tout compris, là, son logement, ses besoins et son alimentation. Florence, bonjour. Allô, merci de m'inviter. Ben, ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai écouté la totalité du reportage qui est disponible sur le site d'Urbania et j'ai trouvé ça passionnant parce que, ben, on entend parler évidemment de la réalité des gens qui sont sur l'aide sociale, mais moi, je me suis toujours posé la question, comment on y arrive? Et en fait, la réponse, c'est on n'y arrive pas. Ben non, on n'y arrive pas. On réalise qu'être pauvre, c'est un job à temps plein parce que répondre à tes besoins de base, ça devient vraiment ta tâche quotidienne. Fait que trouver un logement abordable, courir les banques alimentaires, les comptoirs vestimentaires, ça devient vraiment une charge que tu portes au quotidien puis qui devient ta job, carrément. Alors, c'est important de mentionner que, bon, toi, tu l'as fait, on se tutoie, hein, parce que, bon, on est toutes les deux journalistes. Donc, toi, tu l'as fait pendant 1 mois. Tu prétends pas, évidemment, apprendre à qui que ce soit. Tu es allé à la rencontre de gens qui, eux, le vivent. Alors, c'est très important de le mentionner. On va écouter un petit extrait de ton reportage. Pour le mois, je découvre que, il n'y a pas de manuel d'instruction pour être pauvre. Hein? J'ai passé des épreuves, là, quand même de grosses épreuves. On m'a accusé de vue maritale. Ma dette, elle s'élève maintenant à 189 000 $. La tâche d'être pauvre est une condamnation à vie. Il y a comme une couche émotive. La tâche d'être pauvre, c'est une condamnation à vie. Toi, tu l'as fait pendant 1 mois et tu documentes ça à l'écran. T'as été affaibli, isolé, tu craignais pour ta santé mentale. Imagine quelqu'un qui vit ça 12 mois par année pendant des années. Ben oui, je le dis à la fin du reportage, il y a des gens pour qui le 30e jour, ça recommence le lendemain. Hein. Fait que c'est ça, je prétends pas que mon expérience a été représentative. Je pense que pour comprendre la pauvreté, il faut la vivre de façon réelle et prolongée. Mais déjà, en juste quelques semaines, là, j'ai senti l'impact sur ma santé mentale. J'étais très isolée, je me sentais très seule.
j'avais aussi très peu d'énergie à cause que je m'alimentais mal. Fait que c'était difficile pour moi de me concentrer au travail. J'étais de mauvaise humeur aussi. J'étais juste très frustrée par le fait d'être aussi limitée, de pouvoir faire aussi peu de choses. Fait que l'impact sur la santé mentale, ça a été vraiment majeur. Sur la santé physique aussi, parce que c'est ça. Quand on s'alimente mal, ben on le sent. Oui. Alors, en même temps, c'est intéressant parce que tu vas à différentes ressources. Moi, j'avoue qu'honnêtement, je connaissais vaguement, je connaissais pas juste vaguement, mais je connaissais les banques alimentaires, mais il y a quand même plusieurs endroits où tu vas au Frigo Vert, tu vas au Chic Resto Pop, qu'on connaît bien parce que notre collègue Louis-Philippe Messier nous en parle régulièrement. Donc, il y a quand même des ressources qui sont là. Le seul problème, c'est que pour y aller en transport en commun, t'as même pas les moyens d'acheter un billet d'autobus. Non, c'est ça. J'ai marché énormément pendant ce mois-là là, parce qu'un aller-retour en autobus, en métro, c'est à peu près 8 $. Moi, je mangeais sur à peu près 5 $ par jour pendant le temps de mon reportage. Fait que c'était quand même un gros sacrifice financier pour moi de prendre les transports en commun. Fait que j'ai marché énormément. Puis ça, c'est la réalité de beaucoup de prestataires là, qui sont constamment en train de faire le calcul de comme, ça vaut-tu vraiment la peine de me rendre là-bas en métro? Même si c'est une ressource, par exemple, qui offre un repas gratuit ou qui offre un bac alimentaire, par exemple. Ça me fait penser à la série Made. Oui, tout à fait. Avec Margaret Qualley. Je sais pas si tu l'avais vu. Oui, où elle est femme de ménage. Voilà, et justement, elle est avec sa petite fille, puis on la voit chaque jour faire des dépenses et tu vois le montant qui diminue. Donc, toi, t'es parti avec la prémisse que chaque mois, tu pars avec ce montant-là, rien de plus, rien en banque, puis c'est ce que t'as pour le mois et c'est tout. Oui, c'est ça, exactement. Fait que moi, j'avais le loyer, je me suis trouvé une chambre dans une colocation, mais ça... Ça te coûtait combien? C'est ça, c'est que tu payes un peu trop cher, finalement. Oui, c'est ça. Mais comme beaucoup de gens, tu sais, en fait, parce que on pense que du logement abordable, ben il y en a plus vraiment. Du logement social, il s'en construit plus vraiment. Fait qu'on se tourne vers les prix du marché. Puis une chambre à Montréal, ben moi, j'ai trouvé une chambre à 640 $ avec toutes les charges incluses. Fait qu'il me restait à peu près 200 $ pour vivre le reste du mois, mais tu sais, c'est rien, là. Fait que c'est ça. Puis il faut aussi savoir que la majorité des prestataires de l'aide sociale, en fait, ils vivent seuls. Fait qu'imaginez-vous, vous loger, vous nourrir, vous vêtir sur 829 $ et vivre seuls. Voilà. Ils vivent seuls parce que parce que la dame qu'on a entendue dans ton reportage, quand on est trouvé coupable de vie maritale, ben là, on est poursuivi par l'aide sociale. C'est-à-dire qu'en fait, on doit rembourser des montants parce que tu ne peux pas. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, c'est que tu peux pas, si tu es le soutien de quelqu'un et quelqu'un est ton soutien, ben, pourquoi le gouvernement te donnerait 829 $ par mois? Donc, on considère que ton statut change et à ce moment-là, on diminue d'autant l'argent auquel tu as le droit chaque mois. Donc, cette dame-là, il y avait des gens de l'aide sociale qui étaient stationnés à côté de chez elle puis qui la filmaient pour voir si la personne qui était son locataire, c'était son chum ou pas son chum. C'est rendu là. Il y a même des voisins qui s'en sont mêlés, qui ont commencé un peu à espionner, voir c'était quoi vraiment la situation. Donc, ça devient super intrusif puis vraiment paranoïant, en fait, là. Ouais. Alors, donc, tu rencontres différentes personnes qui, elles, vivent donc au quotidien avec l'aide sociale. Il y a personne qui y arrive. C'est impossible. Physiquement, c'est impossible d'y arriver. Ben non. Puis en fait, c'est ça, tu deviens super isolé. Tu sais, dans le sens, tout ce qui est le fun dans la vie, là, de partager des repas avec des amis, d'avoir des hobbies, des passions, tout ça, c'est vraiment évacué parce que déjà, juste répondre à ses besoins de base, c'est difficile. Fait que, évidemment, c'est des personnes qui finissent par avoir des enjeux de santé mentale à cause de leur situation, qui n'ont pas choisi. Là, par ailleurs, on a beaucoup de préjugés sur l'aide sociale, mais il y a personne qui choisit de vivre sur 829 $ par mois. Ça, Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que ce que soulève finalement ton reportage, c'est cette espèce de dilemme. Et t'en parles avec des intervenants qui, eux, se battent pour défendre les droits des gens qui vivent de l'aide sociale en disant ça n'a pas de sens, le 829, c'est pas assez, il faudrait en donner plus. En même temps, le dilemme, c'est que comme société, si on augmente trop le montant, ben là, on dit ça va devenir attrayant. C'est une façon de parler. Ça va devenir attrayant, puis il y a des gens, ils auront peu le goût d'aller travailler parce qu'ils disent, si je vais pas travailler, c'est pas grave, je reçois l'aide sociale. Mais en même temps, t'as un intervenant qui dit, ben voyons, non, c'est de la bullshit, là, ça tient pas debout, cette affaire-là. Oui, c'est ça. Moi, j'ai parlé avec Serge Petitclerc du collectif pour un Québec sans pauvreté. Puis lui, tu sais, il est très au fait de toutes les études sur le revenu minimum garanti, par exemple. Puis ça a été observé partout que c'est pas vrai que quand t'augmentes le revenu des gens, les gens ne travaillent pas. Au contraire, c'est parce que quand ton revenu est trop insuffisant, en fait, le système finit par t'aspirer vers le fond parce que quand tu peux pas répondre à tes besoins de base, tu peux pas faire des démarches pour retourner vers l'emploi, pour retourner aux études, pour t'impliquer dans la société, tu sais. Fait que augmenter le revenu des prestataires,
au final, c'est ça qui leur donnerait un vrai coup de main pour se réintégrer. Tu sais. Oui, parce que c'est pour ça que c'est intéressant que toi, tu l'aies vécu de l'intérieur, même si c'est juste un mois. C'est qu'à se nourrir à 5 $ par jour, c'est sûr que t'as pas suffisamment de bonnes protéines, tu manges pas nécessairement, t'as faim tout le temps. Donc, c'est sûr que t'as pas l'espace mental pour faire des démarches. Puis si t'as même pas d'argent pour te soigner quand t'es malade, à un moment donné, tu vas t'acheter du sirop, ça coûte 9 $, puis tu viens de dépasser ton budget quotidien. Donc, moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que on se met vraiment à ta place. Qui se met à la place de Jean? Chantal Rouleau, qui est la ministre qui est responsable de l'aide sociale, t'as accordé une entrevue. Ça, c'était quand même surprenant. Oui, c'est ça. Elle a accepté. Elle est venue dans nos bureaux, en fait. Puis en fait, on s'est rencontrés au lendemain de la fin de mon expérience. Fait que c'était comme le 31e jour. Moi, je venais juste de... Tu sais, c'est ça. Je concluais mon expérience. Je pensais beaucoup à ce que j'avais vécu. J'étais encore un petit peu sur le coup de l'émotion parce que c'est sûr, ça m'a beaucoup affecté émotionnellement, tout ça. Là, puis de parler aux prestataires, puis de le vivre. Fait qu'on a parlé de la réforme, en fait, le projet de loi 71 qui a été déposé puis adopté à l'automne. Ouais. C'est-à-dire qu'elle, ce qu'elle dit, c'est, toi, tu lui demandes pourquoi vous augmentez pas ça, parce que 829, ça n'a pas de sens. Elle dit, on l'a déjà augmenté de 25 %, mais à un moment donné, on peut pas non plus l'augmenter sans cesse. Et ce qu'elle dit, finalement, c'est que, il y a plein de choses qui sont prévues pour les gens qui vivent de l'aide sociale, système de santé qui est gratuit, mais c'est pas suffisant. Donc, Cybèle, il y a des gens qui veulent réagir à notre discussion. Oui, une question pour vous, en fait, qui nous dit, bonjour, l'aide sociale devrait être une aide temporaire avec un délai. Il y a beaucoup de personnes sur l'aide sociale qui travaillent au noir, mais bénéficient des avantages. Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé, toi? En fait, la façon dont le système de l'aide sociale est fait actuellement, puis à quel point les prestations sont basses, c'est un peu ça qui incite les gens à finir par devoir travailler au noir. Ou donc, voler des ramen dans un dépanneur. C'est ça, c'est pour ça que ça devient en fait un cercle vicieux, le fait que les prestations soient si basses. Mais à un moment donné, il y a un chiffre, c'est 3 %. Je pense qu'il y a seulement 3 % des prestataires de l'aide sociale qui ont été accusés et trouvés coupables de fraude. Donc, il faut aussi démystifier tout ça. C'est un phénomène vraiment marginal qui prend trop de place, la fraude, là. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, tu interviews une dame qui, elle, dans le temps où elle travaillait, elle avait plein de préjugés sur les gens sur l'aide sociale. Et maintenant qu'elle y est, elle se dit, finalement, tous mes préjugés sont tombés. Alors, écoute, je trouve que c'est une réflexion, en tout cas, drôlement intéressante. Et, écoute, j'espère que tu mangeras plus jamais de Kraft Dinner pour le restant de tes jours. Moi non plus. Je souhaite pas ça à personne. Merci beaucoup. Merci. Florence Larochelle, donc, qui est journaliste et qui a passé 1 mois sur l'aide sociale. Merci beaucoup. Merci. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Vous avez déjà entendu parler, c'est sûr, au cours des 35 dernières années, de cette émission appelée Souverain Anonyme. C'est une émission animée et une idée de Mohamed Lotfi qui a donc été à la barre de cette émission-là pendant 35 ans. Le principe était assez simple. Aller dans les prisons, rencontrer des prisonniers, organiser des rencontres entre des prisonniers et des personnalités de la société civile québécoise et de rendre compte du témoignage des gens qui vivent derrière les barreaux. Après 35 ans, Mohamed Lotfi a décidé de mettre fin à cette aventure-là, mais il a un regard extrêmement intéressant sur le monde des prisons au Québec. On le rejoint tout de suite. Mohamed, bonjour. Bonjour Sophie. Mohamed, c'est un plaisir de te parler. Pourquoi t'arrêtes ça? Pourquoi, après 35 ans, tu mets fin à ton aventure Souverain Anonyme? Ça fait plusieurs 5 ans. Qu'à chaque fois, tous les 5 ans, je me dis cette fois. Mais là, je pense qu'à 65 ans, je pense que j'en ai fait des 5 ans. Puis c'est la loi de la vie, quoi. Alors... dans ces 35 ans-là, le principe a toujours été le même et assez simple, des rencontres humaines. Je tiens à le préciser parce que je suis déjà allée, moi, à Souverain Anonyme. C'était en 2003. Et je me souviens que la première question que je t'avais posée quand tu m'as dit « Sophie, ça te tente-tu de venir? » Je t'avais dit « Moi, avant d'y aller, je veux savoir, les gens qui sont en prison, c'est quoi le crime qu'ils ont commis? » Et ta première réponse, Mohamed, ça a été de me dire « Non, on le dit jamais. » Parce que c'est pas des prisonniers qu'on va rencontrer, c'est pas des criminels, on va rencontrer des humains.
C'est une nuance qui est importante, là, de préciser ces choses-là. Oui, je suis content que tu as introduit ça de cette façon-là et surtout avec ces images. On te voit justement avec les souverains. Tu étais plus blonde qu'aujourd'hui. Mais, un peu plus jeune. Ouais, mais je garde un très bon souvenir, je pense. On le voit là, avec ce sourire et tout ça, vraiment, c'était très, très, très agréable et très intéressant aussi. Donc, la question, c'était quoi déjà? Ben, la question, c'était que tu t'es toujours fait un point d'honneur de faire en sorte que les gens qui allaient à la rencontre des prisonniers, on sait pas qui on a devant nous parce que c'est pas le crime qui est important, c'est l'humain qu'il y a derrière. Absolument, non, mais ça c'est un point extrêmement important. Je pense que ça fait partie de mon code d'éthique de ne pas savoir quels crimes ont-ils commis et de ne pas le dire non plus aux invités parce que je suis pas là pour les juger et c'est aussi une façon de me protéger de moi-même, de mes propres préjugés. Et je crois que il est arrivé quelques fois où j'ai su pour certains gars, par hasard, et j'étais content de ne pas l'avoir su, parce que sinon peut-être que cette personne-là, je l'aurais jugé, je l'aurais vu autrement. Et ce qui a fait que la personne en a profité, et il a fait un bout de chemin, et ce bout de chemin a été surprenant. Donc, je me suis, je veux me faire surprendre. Je veux que les gars me surprennent. Ils ont tous commis quelque chose. Ils ne sont pas là pour rien. On le sait déjà. C'est pas la peine d'aller dans les détails. Je sais qu'ils ont fait quelque chose et je tiens à préciser, puisque tu soulèves cette question, c'est que les personnes, par exemple, qui ont commis des crimes, je sais pas moi, des pédophiles, par exemple, eux, j'ai pas besoin de le savoir, mais je laisse entendre à tout le monde que les pédophiles ne peuvent pas rester dans mon activité. Pour une raison très simple. Ce n'est pas parce que je les juge, non. C'est pas parce que je veux les rejuger, pas parce que je veux même pas, c'est simplement pour leur sécurité. Pour leur sécurité, ils peuvent pas, ils peuvent se déplacer de secteur à mon activité et ils peuvent se faire passer. Donc, ça, je n'y tiens pas. Et, Par contre, Mohamed, je me permets de t'interrompre parce qu'il y a sûrement des gens qui nous écoutent et qui nous regardent en ce moment et qui se disent, ben, c'est formidable d'avoir des programmes comme ça parce que t'as sûrement déjà entendu cet argument-là pendant 35 ans. C'est formidable d'avoir un programme pour les prisonniers, pour les accompagner, leur faire rencontrer Pierre Falardeau, Michel Rivard, tu sais, qui va leur chanter des petites tunes à la guitare. Mais pendant ce temps-là, on oublie les victimes. On oublie les proches des victimes et on traite mieux, finalement, les gens en prison que les victimes de crimes. Qu'est-ce que tu réponds à cet argument-là, Mohamed? Ben, cet argument, il y a 35 ans, quand je suis arrivé, cet argument-là n'existait pas. Ah non? Ah non, absolument pas. Ça s'est apparu seulement, presque, je vais dire, après certaines affaires, après que le Québec a été secoué par certaines affaires, par certains meurtres, par l'assassinat de deux gardiens, l'affaire Mario Bastien, et là, ça a secoué le Québec, et donc, on a commencé à partir de là. D'abord, on a appris qu'il y a des victimes, et les victimes se sont organisées et moi je suis totalement avec les victimes. Je ne suis pas sur le front des victimes, je suis sur le front d'autres victimes, des victimes qui ont fait des victimes. Je crois que c'est dans l'intérêt de notre société de les recevoir après avoir purgé leur sentence, un peu moins criminalisés. Et mon but, Souverain Anonyme, ce n'est pas s'amuser, là. C'est pas recevoir Michel Rivard pour leur chanter des tonnes, là. C'est préparer l'émission Souverain Anonyme, c'est la préparation de l'émission. Avant de te recevoir en 2003, on a passé des semaines à préparer cette rencontre. Et donc, c'est dans cette rencontre-là, dans ces préparations-là, qu'il y a un travail d'épanouissement, d'enrichissement et donc peut-être aussi de réhabilitation. Absolument. Et ça, c'est le mot le plus important. Ça, c'est le mot le plus important, Mohamed, parce que dans une société de droit dans laquelle on vit,
ben on a choisi de punir les gens selon la loi, mais on a choisi aussi que pendant leur séjour en prison, on préparait le moment où ils allaient sortir, pour ceux qui en sortent en tout cas, et qu'on allait leur donner une deuxième chance au moment de leur sortie pour une réintégration dans la société. Alors, je te pose une question. Vu que ça fait 35 ans que tu rentres en prison pour aller les rencontrer, est-ce que ça marche? Ça fonctionne-tu? Est-ce que notre système fonctionne? Très bonne question. Merci de me la poser. En 35 ans, j'ai été témoin d'une évolution. L'évolution qui n'est pas seulement celle de la prison, mais celle d'une société entière. Et la prison ne fait que refléter ce qui se passe dans la société. Qu'est-ce qui s'est passé dans la société? Depuis un certain temps, je dirais une vingtaine d'années, pour moi, le Québec a commencé à marcher à l'envers. Et à partir de là, les institutions, y compris celles carcérales, elles aussi a pris une autre tendance, politiquement parlant, parce que le problème de la prison, ce n'est pas les gestionnaires, ce n'est pas les gardiens, c'est les intrusions politiciennes qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas, ce qui ne devrait pas les regarder. Je te fais remarquer que au niveau de tribunal, au niveau des palais de justice, au niveau des juges, aucune intervention politique n'est tolérée, n'est-ce pas? Ouais. Aucune. Alors que au niveau de la prison, c'est complètement autre chose. Et s'il n'y avait pas eu ces intrusions politiciennes, on n'aurait pas abandonné justement cette valeur importante, ce principe extra important pour la société québécoise, celui de la réhabilitation. Or, depuis, donc, je disais qu'il y a eu évolution, et dans cette évolution, j'ai été témoin d'un recul, d'un grand recul. Et c'est-à-dire, on a remplacé, et ça, c'est pas seulement au Québec, c'est un peu dans le monde entier, surtout le monde occidental, la sécurité a pris toute la place. Et cette sécurité-là, c'est une sécurité qui, pour moi, n'a rien de sécuritaire, puisque le taux de récidive est alarmant. Ça n'a pas changé le taux de récidive. Ça n'a pas fait d'une sorte que, par exemple, la drogue rentre moins en prison. Ça n'a pas fait d'une sorte que la criminalité, le taux de criminalité baisse. Donc, cette sécurité qui n'a rien de sécuritaire, pour moi... C'est un échec. C'est un échec. Mais t'as même dit, je pense que t'as donné une entrevue au Devoir et t'as dit, finalement, la prison, c'est une école du crime. Hein. Ils vont là et puis finalement, ils apprennent juste à devenir de meilleurs criminels. En même temps, j'imagine Pierre-Hugues Boisvenu nous écouter en ce moment et être horrifié par tes propos. Je me fais peut-être l'écho de ce qu'il pense en ce moment, de dire, au contraire, on est devenu une société où il y a d'un côté des sentences bonbons, de l'autre côté, les gens, les criminels peuvent se présenter devant une commission de libération conditionnelle. Ils sont libérés beaucoup trop tôt. Ils sortent de prison, ils récidivent. La société, beaucoup trop souvent, ferme les yeux. Il y a aussi cet aspect-là, Mohamed. En fait, c'est un petit peu à l'envers ce qui s'est passé. Il y avait beaucoup plus de libérations conditionnelles avant 2001, 2002, 2003. Il y avait des sorties de fin de semaine pour les détenus avant ces dates-là. Il y avait plus de programmes de réinsertion et surtout beaucoup plus d'ouverture. Le ministre de la Sécurité, Serge Ménard, est venu 3 fois juste à Souverain Anonyme. Plusieurs d'autres ministres de la Sécurité ont venu pour la première fois dans l'histoire de la prison et de la radio. Un ministre de la Sécurité publique se rend en prison, Monsieur Robert Medelmis en 1993. D'autres politiciens se sont déplacés et ne se déplacent plus et ne s'intéressent plus à la prison, ils s'intéressent plus à la réhabilitation. Et alors que avant, il y avait beaucoup plus, le taux de criminalité était beaucoup plus bas et le taux d'incarcération était beaucoup plus haut. Et on cherchait à améliorer les choses. Serge Ménard a amené une réforme correctionnelle. Elle était sur la bonne voie et c'est arrivé, ce qui est arrivé, les événements dont je vous ai parlé, la guerre des motards, l'assassinat des gardiens, tout ça a changé la société et a fait d'une sorte que, non, on ne laisse pas sortir le monde comme avant et on laisse, les libérations conditionnelles ont beaucoup drastiquement baissé. Et qu'est-ce que ça donne comme résultat? Encore plus de récidives.
On sera peut-être pas nécessairement d'accord aujourd'hui, Mohamed, parce que mon ami Yves Thériault a écrit un livre il y a quelques années qui s'intitule Tout le monde dehors. Donc, je pense que ce serait intéressant à un moment donné d'avoir une discussion entre vous deux, ou encore mieux, comme tu le suggères, d'avoir une commission, une commission sur ce qui se passe dans les prisons. Mohamed, merci pour ces 35 années à Souverains Anonymes. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup, Sophie. À très bientôt. Merci, Mohamed. Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Bon, alors la nouvelle est tombée la semaine dernière. On a appris que l'animateur de Bonsoir et plein d'autres émissions, Jean-Philippe Vauthier, prenait quelques semaines de congé parce que il souffrait d'épuisement professionnel. Et José Lito Michaud, que vous connaissez bien, qui est animateur, auteur, producteur, concepteur, etc., Alouette, a écrit sur Facebook toute une réflexion sur l'épuisement professionnel et nous a même annoncé sur Facebook qu'il préparait un documentaire sur le sujet. Je me suis dit, il faut parler de ça avec José Lito. Il est au bout de la ligne. Bonjour, José Lito. Bonjour, Sophie. Bonjour. C'est venu te toucher quand tu as su que Jean-Philippe Vauthier souffrait d'épuisement professionnel parce que toi aussi, tu as frappé un mur à un moment donné. Oui, mais je me suis rendu compte surtout que quand c'était particulier parce que je me disais, bon, Jean-Philippe qui travaille beaucoup, il y avait eu aussi Sam Breton juste avant, il y avait Claude Legault juste avant, et Carey Price qui disait, pour la première fois dans le monde sportif où il y a quelqu'un, un héros, qui soudainement avait un genou par terre, et je me suis dit, il faut qu'on explique que c'est un état mental, que la société va trop loin en voulant pousser les gens et que nous, on va trop loin, point. C'est-à-dire, on va trop loin, point. C'est pas juste les autres, c'est nous qui pensons ça. Je parle pas de jugement sur Jean-Philippe, il y a ses réalités à lui, mais il reste que ce métier-là public et d'autres métiers, on finit par toujours vouloir quelque chose de plus et finalement, le corps ne suffit plus. Ouais. En même temps, je regarde, on va parler de Jean-Philippe parce que c'est à la base c'est ça. Donc il s'apprêtait à animer Bonsoir. Finalement, ça va être Marie-Claude Barrette qui va le remplacer. Mais ça faisait Bonsoir plus deux hommes en or. Qui viennent terminer, mais quand même, tu sais, une émission ça se prépare. Plus la radio tous les jours avec la soirée est encore jeune. La journée est encore jeune. La journée est encore jeune, merci. Ouais. Et en même temps, on peut pas reprocher à quelqu'un qui travaille dans les médias aujourd'hui, en 2025, de prendre tous les contrats qui passent parce que on est tous des pigistes et on sait jamais de quoi demain est fait. Donc, cette pression-là, elle vient, oui, de l'interne, c'est nous qui nous la mettons, mais elle vient aussi de l'externe. Et du fait que, tu sais, quand t'es dans l'œil du public, tu veux donner au public ce qu'il veut aussi, là. Mais en même temps, c'est un drôle de métier. Moi, c'est drôle parce que mon prochain livre, je peux t'annoncer en grande primeur, il est terminé. Je l'ai écrit officiellement. J'ai terminé hier soir. Ah! Et je reviens justement, j'ai terminé hier soir, c'est mon 5e. Le titre? Le titre, Madame, est-ce que je serais choisie? Ah oui, mais ça, on savait le titre, oui. Voilà, mais il y a quelque chose que je dévoile là-dedans beaucoup sur les choix qu'on doit faire comme être humain. Ouais. Et moi, si c'était à refaire, je ferais pas les mêmes choix. Donc, pour revenir au contexte de Jean-Philippe qui ressemble à Sam Breton, qui ressemble étrangement à Claude Legault, qui ressemble à tout le monde. À Carey Price, oui. Un moment où vous savez que ce métier-là a horreur du vide. Oui. Donc, le public a horreur du vide. Et c'est encore plus vrai avec la génération qui flippe d'un bord et de l'autre. Donc, on a toujours peur de perdre notre place. Et à tous les jours, on nous dit, quand on fait ce métier public, n'oublie pas, il y a des coupures, des coupes qui s'en viennent. Ça se peut que tu sois changé, les audiences radio sont moins fortes, on te lit moins à tel endroit. Donc, ça fait une pression supplémentaire. Mais Marie-Soleil, que j'aime beaucoup, qui est mon amie, Michel me dit une chose. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu penses des femmes? Personne n'a avoué comme femme qu'elle avait fait un burn-out. Et c'est une très, très belle question qu'elle m'a posée. Oui, j'ai les mélangés après coup, mais après coup, de le faire en plein milieu comme ça, on le fait pas. Même moi, je l'ai pas fait. Je l'ai fait quand je l'ai été nommé. C'est ça, tu l'as pas nommé au moment où tu l'as fait. Ouais. Non, parce que j'avais peur, parce qu'il y a une grande, grande peur. D'abord, quand on fait un burn-out, là, la première chose qui nous vient, c'est que ça le dit, c'est un épuisement, mais c'est aussi un échec terrible à l'intérieur de soi.
Moi, mes amis m'appellent, écoute, en blague, la machine. Tu comprends? Parce que je réussis à faire plein de choses. Puis moi, un jour, j'ai appelé mes 3 amis qui arrêtent pas de m'appeler la machine. Puis la machine, c'est déréglé. Je peux plus jamais le remonter. Moi, je le sais que je pourrais jamais plus remonter la machine de la même manière, la requinquer comme elle était avant. Donc, moi, je le savais que ça. Puis j'avais peur de décevoir les gens qui misaient beaucoup sur moi autour. J'avais peur de face à mes enfants. J'avais peur. Et j'avais raison d'avoir peur parce que les gens ont été étonnés quand je leur ai dit ça. Puis les gens veulent pas entendre ça. C'est très dur dans notre entourage de dire qu'on est en épuisement, de dire, puis là, ils te rappellent toujours, t'en as trop pris, t'as toujours peur de perdre quelque chose. Oui, mais vous savez, c'est ça. Et les gens qui sont pas dans le métier public vont dire, ben c'est ça, tu veux de la gloire, ben ça vient avec. Mais non, les épuisements partout. Ben oui, puis en même temps, je regarde, tu vois, en septembre l'année dernière ou au mois d'août, Patricia Paquin qui a appris quelques heures avant de commencer sa saison radio, qui a appris qu'on lui tirait le tapis sous le pied. Stéphane Leclerc de Radio-Canada, là, ça fait 22 ans qu'il travaille à Radio-Canada, il vient de faire un documentaire exceptionnel sur l'album de tu l'as entendu sûrement. Ben il y a plus de job. Donc c'est un milieu où on est donc alors ça crée aussi un stress. C'est sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui disent bon ben vous plaignez la bouche pleine vous dans le monde des médias, mais il y a des gens qui font des burn-out aussi dans toutes sortes de domaines. Moi ce que je veux les infirmières, les médecins. Je suis allé l'autre jour à l'urgence, bon je l'ai dit publiquement, j'ai eu un problème au cœur, je me suis retrouvé 2 fois à l'urgence et sous observation et les gens restaient, j'ai vu une dame rester faire le double parce que l'autre n'est pas entré. Le double, c'est 16 heures en ligne. Ben, le TSO, c'est épouvantable. Incroyable. Le temps supplémentaire obligatoire. Dans le fond, est-ce qu'on ne devrait pas, à la lumière, justement, de ce qui vient d'arriver à Jean-Philippe Vauthier, à qui on souhaite, évidemment, qu'il se remette sur pied et qu'il nous revienne en pleine forme, malgré nos divergences d'opinion, il reste que c'est un être humain qui vit quelque chose de pas facile. Ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'on ne devrait pas avoir une réflexion de société? Je me tourne vers toi, Cybèle, parce que ma collègue Cybèle Olivier est toute jeune, elle commence, elle, dans le métier. Une réflexion de société, parce que je pense que la génération, par exemple, de Cybèle, vous êtes mieux capable d'équilibrer, de dire, ben moi, je travaille pas la fin de semaine. Moi, je travaille pas. Passé 6 heures, je vais déconnecter. Je réponds plus à mon cellulaire. D'avoir un meilleur équilibre entre la vie privée puis la vie professionnelle? Ben, je pense qu'on s'oblige peut-être à l'avoir, puis c'est aussi que depuis qu'on est tout jeune, on nous offre la parole sur le sujet. On a le droit d'en parler, on a le droit d'en parler entre nous, on a le droit de se soulager en parlant entre nous. Par contre, moi, pour être entourée aussi d'amis, bien sûr, qui ont mon âge, elles travaillent et pas à peu près. Et elles sont souvent sur la limite du possible. Ah ouais. Et ce qui se passe après, c'est que là, elles pensent à changer d'emploi carrément, à se retrouver une nouvelle carrière. Beaucoup des gens qui sont en marketing. Donc, peut-être que oui, on a une facilité à jongler parce qu'on s'oblige à le faire tellement qu'on nous dit hey, faites attention pour pas que ça arrive. Mais de dire que vraiment c'est différent, je suis pas certaine. C'est là que ta première question de discussion sociale est importante. Une réflexion. Je rappellerais que dans plusieurs pays, il y a eu des tests, notamment au Canada, sur les semaines de 4 jours, par exemple, où ça a fonctionné, où l'indice de bonheur au travail est beaucoup plus grand quand on cesse de travailler comme ça. Et dans les médias, malheureusement, c'est les machines à cash. On ne va pas se le cacher. Oui, vas-y. Il y a 2 réalités dans votre génération, la nouvelle génération. C'est une société de loisirs, votre génération. C'est-à-dire, il y a un mélange, c'est-à-dire, ils nous ont vu tellement mourir à l'ouvrage. Voilà. Que je suis pas un exemple pour mes enfants, moi. Moi, je suis le pire exemple pour mes enfants. Parce qu'ils se disent, est-ce que je vais faire comme toi? Parce que moi, j'ai encore des problèmes de santé. Est-ce qu'on va finir comme toi? Tu sais? Et ils disent pas ça comme ça, je le comprends. Mais mon fils, il pousse la machine comme ça. La semaine passée, il me dit, je suis tellement fatigué, papa. J'ai des palpitations cardiaques à cause que je suis fatigué. Donc, là, j'ai dit, on arrête ça là. Mais moi, je pense qu'il y a une chose qui est très importante, c'est que le COVID, parlons des bienfaits, pardonnez-moi, de la pandémie, la période d'arrêt où la vie s'est arrêtée. Bon, aujourd'hui, demandez aux gens, sauf nous des médias, mais demandez aux gens, êtes-vous capable de vous présenter 5 jours par semaine? Vivre le trafic 5 jours par semaine? Non. Ça, c'est plus négociable pour une grande partie des gens parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui était aberrant. 3 heures de circulation dans un stress, prendre l'enfant en garderie. Bon, les burn-out, là, ils existent partout. Malheureusement,
je parlais avec une psychologue hier, les antidépresseurs ont augmenté de 37%. Il n'y a plus de place, les psychologues présentement. 1 an et demi d'attente pour un psychologue qu'on paye, là. OK? Donc, ça fait en sorte qu'on est pris dans un système où on ne peut plus se faire réparer. Parce qu'on doit attendre quelque chose, encore attendre après quelque chose. Il y a une vraie réflexion à faire sur qu'est-ce que nous voulons de notre vie. Ouais. C'est ça la grande question. Parce qu'est-ce que nous voulons? Oui, un burn-out, c'est justement, tu t'as brûlé la chandelle par les deux bouts. Est-ce qu'on peut pas préserver cette chandelle-là et faire en sorte qu'elle ne brûle pas par les deux bouts? Puis en même temps, tu vois, je regarde aller, par exemple, les petits jeunes de Star Academy qui commencent. Je pense à Mia, elle a quoi, 17 ans? Enfin, vraiment super, mais 16? Oui. Bon, et je me dis, elle commence dans le métier. Ben c'est sûr qu'il va falloir qu'elle travaille hyper fort. On va pas commencer à dire à Mia, économise ton énergie parce qu'on veut pas que tu fasses un burn-out à 25 ans. Toi-même, tu serais le gérant de Mia. Tu lui dirais, ma petite, vas-y au maximum. Oui, mais regarde bien. Je suis dans un cas de management, puis c'était dans mes fonctions. J'ai celui aussi de manager de Luc Langevin, directeur artistique aussi de Luc. Et Luc, je lui parle de ça presque aux 2 jours. Luc, regarde, je jure, parce qu'il y a 2 jeunes enfants, une femme, et il m'a dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je m'assois avec lui, on gère ensemble l'horaire, et je dis non, ça, c'est pas nécessaire. Ça, c'est pas nécessaire. Donc, c'est toi qui lui en fais enlever. Tu lui fais enlever des affaires de son horaire. J'adore ça. Totalement. Et j'accepte ça parce que je l'ai vu chez moi, et je vois que de toute façon, un artiste qui est en burn-out, qui arrive pour performer, c'est terrible, parce que si s'écroule sur la scène ou au micro, peu importe, c'est terrible. Donc, c'est pas nécessaire. Cependant, il faut ce que tu viens... Meilleur exemple, c'est la petite fille Mia, qui est exceptionnelle. Elle a un destin avant elle, tu comprends? Il y a un destin qui se dessine, à l'instar d'une Charlotte Cardin ou d'une Marie-Mé, là. Il y a quelque chose qui se dessine avant elle. Là, les obligations vont venir. Parce que tout le monde va dire, ça prend un album, ça va te prendre du matériel original. Tu comprends, tu ne pourras plus te reposer. Donc, c'est de trouver l'équilibre. Mais on a une grande réflexion de société et la génération de Cybèle, je l'aime parce qu'il se pose aussi de vraies questions. Mais le vrai drame actuellement, c'est les cellulaires. On est tous dépendants de notre cellulaire. Les mots de coup qu'on se donne, on est toujours en train de faire ça. On a toujours l'impression qu'on va manquer la nouvelle du jour. On veut toujours être connecté sur tout. Ça, c'est un autre stress supplémentaire. Ben écoute, tu reviendras nous en parler. La santé va mieux rapidement? La santé va mieux maintenant? Oui. La santé va mieux, mais je reste quelqu'un, c'est comme j'appelle ça moi, mon corps m'a tout indiqué ce que je devais faire, maintenant il faut que je l'écoute. Voilà. Alors justement, parlant d'écouter, qu'est-ce que tu dirais qu'on se quitte en écoutant un petit extrait de Mia à Star Academy? Moi, je vous dis pas pour qui voter, hein. La finale, c'est dimanche prochain. Je veux juste vous dire que... Ouais. On est d'accord pour dire, sans pousser sur personne, non, que ce talent-là, même si elle remportait pas, c'est fou. Ce n'est plus important. Ouais. Alors, un petit extrait. Je t'embrasse. Repose-toi, prends soin de toi, Josélito. Puis on se quitte avec Mia, dimanche dernier, à Star Academy, qui a chanté cette chanson splendide de Louane sur cet être qui n'est plus là, mais qui est encore là avec nous. Je pense que ça évoque pour chacun de nous quelque chose de très, très, très touchant. Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Montréal pue. Et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemure. Moi, ce que j'aime, c'est que 4 fois sur 5, j'ouvre Le Devoir, puis je sais qu'il va y avoir un article, quelqu'un quelque part qui va essayer de me culpabiliser. Tu fais ci, tu fais pas ça, tu fais pas ci, tu dis tel mot. Je me sens tout le temps
culpabilisé. Puis là, c'est d'un article pas mal culpabilisant dont tu veux nous parler, Rémi Villemur, sur les voyages. En fait, c'est un article dans la section culture sur un livre publié en France qui sort en ce moment, là, cette semaine en tout cas, sur, en fait, l'idée même de voyager à l'ère des changements climatiques. Oui. Donc, le livre pose la question suivante, c'est même le titre, « Peut-on voyager encore? » Oui. Et donc, c'est un sociologue français, Rodolphe Christin, qui répond à cette question-là, je trouve, avec plus de subtilité qu'on pourrait l'imaginer, en tout cas plus de subtilité que la personne qui recense le livre, parce que lui fait la distinction très, très, très importante, une distinction qu'on fait si peu dans le monde d'aujourd'hui entre le voyage et le tourisme. Oui. Donc lui, il dit, aujourd'hui, avec les changements climatiques, est-ce que c'est vraiment une bonne idée que de quitter son chez-soi pour aller se coucher dans un hôtel 5 étoiles ou sur le bord de la plage dans le sud? Il dit, vous switchez, vous passez de votre confort chez vous à un confort ailleurs. C'est ça. Puis, en fait, la base de la réflexion, c'est que comme en ce moment, il y a la question de la chicane avec les États-Unis, beaucoup de gens vont annuler leur voyage. Beaucoup de gens qui iraient normalement aux États-Unis vont rester, vont voyager plutôt ici. Donc, est-ce que c'est encore correct de prendre l'avion? Oui, puis lui, il dit, il fut un temps où on faisait pas ça. On partait pas de chez nous pour aller à Cancun recevoir exactement les mêmes produits qu'on consomme ici. On veut boire un gin tonic, mais on veut boire le gin qu'on achète dans notre SAQ. Puis ça, il dit, c'est très, très, très mauvais pour l'environnement parce que c'est pas des produits que les Mexicains, par exemple, si on prend Cancun, consomment. Donc, ce sont des produits qu'on va aller chercher au Québec, on les ramène ici, ou en tout cas aux États-Unis, puis qu'on les ramène ici. Il dit, ça, c'est très polluant et je pense qu'on devrait faire autre chose. Alors qu'à une autre époque, et là, je t'avoue que ça me fait plaisir, moi, d'entendre ça, les gens, ils disent, voyageaient. Ouais. Moi, petite confession, Sophie, j'ai appris comment enregistrer une valise l'année dernière. Et pourtant, j'ai été sur tous les continents sur la Terre, à part l'Océanie. Parce que tu voyageais avec un sac à dos. Avec un sac à dos d'école. Okay? Un sac à dos JanSport, de marque JanSport. Ça, c'est les jeunes de mon âge avaient ça. Et je rentrais toutes mes affaires là-dedans, puis je partais pour un mois et demi. Je suis déjà parti 2 mois. Ouais. Et ce n'est que l'année dernière où il a fallu que je fasse un voyage pour le travail. Parce que tu t'es embourgeoisé. Je me suis embourgeoisé. C'est faux, parce que mon prochain... quand je fais un voyage d'affaires, ça m'est arrivé une fois dans ma vie, ça commence, ben là, c'est sûr, tu apportes des chemises, tu apportes de quoi. Oui. Mais la notion de, avant, on voyageait pour découvrir une autre culture, ça, je suis d'accord avec lui. Ouais. Donc, il faut rappeler le nom de ce monsieur-là. Rodolphe Christin. Parce que, en effet, maintenant, tu le vois, mettons, tu vas à Venise, ben ça a commencé tout excuse-moi, le caca a pogné dans le ventilateur quand à Venise, en bas des marches d'Espagne, ils ont installé un McDo. D'ailleurs, ça a été le début du mouvement slow food en Italie, parce que si tu vas en Italie puis qu'au lieu d'aller en Italie pour découvrir les bonnes pastas italiennes, tu vas là pour manger du McDo, c'est toi qui as un problème. C'est rendu le voyage n'a plus de sens. Là, tu vas ailleurs pour redécouvrir ce que tu as déjà chez toi. Ben en fait, lui, il appellerait ça du tourisme. Donc, le voyage, pour lui, c'est tu t'en vas au Vietnam, par exemple, ou alors même en Italie, et tu vis comme les Vietnamiens au Vietnam ou comme les Italiens en Italie. Et ça, juste sur le plan de l'environnement, il dit c'est très peu de pollution, ou en tout cas, c'est moins de pollution, parce qu'on ne fait pas rentrer des produits pour toi. On ne construit pas des autoroutes pour des autobus. Et aussi, c'est qu'en fait, l'impact du tourisme, ou même encore pire, évidemment, du surtourisme, c'est que, mettons, dans les quartiers qui sont très fréquentés par les touristes, ben là, évidemment, il n'y a plus personne de local qui est capable d'habiter là parce que ça coûte trop cher. Donc, les gens les locaux quittent ces endroits-là. Exactement. Donc, alors, c'est des gens qui vont faire du tourisme dans un quartier où il n'y a que des touristes. Finalement, ils rencontrent jamais les locaux. Donc, c'est quand même pas dénué d'intérêt. Non, mais c'est ça. Donc, on commence avec ce qui a un peu de bon sens. Puis, je rajouterais sur cette notion-là qu'effectivement, si tu dois faire déplacer les gens, tu dois donc construire. Construire, ça veut dire quoi? Ça veut dire polluer. Donc, on reste dans cette logique-là. Ouais. Là où on entre dans le sermon, évidemment, c'est qu'on dit... à l'ère des changements climatiques, il ne serait pas suffisant d'arrêter de faire du tourisme et de revenir au voyage. En vrai dire, il faudrait arrêter de voyager. Ouais. Donc, il nous dit, au lieu de quitter le Québec à chaque fois que vous en avez l'occasion, 2 semaines, 3 semaines de vacances, 1 mois, ben voyagez à travers le Québec. Et là, les gens qui nous écoutent vont dire, attends, est-ce que Rémi Villemur est en train de décourager les Québécois à voyager à travers le Québec? Non. Par contre, je ne dirais pas aux Québécois d'arrêter de voyager, d'arrêter de s'ouvrir l'esprit, d'arrêter d'explorer le monde dans son entier. Voilà. Mais tu viens de dire le mot-clé quand même. Oui. Rémi,
ouvrir les esprits. Parce que aussi, c'est intéressant de faire un parallèle entre ce texte-là qui dit « Arrêtons de voyager dès qu'on a quelques jours de congé » et un texte qui est publié dans je ne sais plus trop quel journal où c'est un vaste mouvement, c'est des parents dans leurs enfants sont dans une commission scolaire et ils font pression pour que le centre de service scolaire arrête de faire quelques voyages que ce soit pour les jeunes aux États-Unis. Mais arrêtez 2 secondes, c'est pas parce que Trump est un fou furieux qu'il faut arrêter d'aller aux États-Unis. Les jeunes, là, vont peut-être rencontrer des jeunes Américains, ils vont peut-être les faire changer d'avis, justement, puis ils vont peut-être dire « Ah, Canadians are fun », puis on s'ouvre mutuellement l'esprit par le voyage aussi. Tout à fait, puis j'ajouterais que pour comprendre les États-Unis, je pense que ça peut être une bonne idée que d'y aller, en fait. Oui, tout à fait, parce que de lire les journaux alarmistes en ce moment sur la question, c'est pas suffisant. Il faut voyager, il faut discuter avec les Américains, il faut s'asseoir avec eux, il faut prendre une bière, 2, 3, 4, j'en recommande même 5 dans les circonstances actuelles. Non, mais c'est vrai, il faut faire ces choses-là. Et moi, je pense qu'on peut faire les deux. C'est toi qui le dis. Puis si tu as 1 mois de vacances, peut-être que la Gaspésie, tu vas faire le tour en 1 mois. Hein? Moi, je pense que 2-3 semaines, là, tu as fait la Gaspésie. OK? Et j'aime beaucoup les Gaspésiens. Mais si tu as 1 mois, c'est une bonne idée que d'aller en Asie. Que dire des Gaspésiennes? Ah, je les aime encore plus. C'est bien parce que tu as dit ça un petit peu comme... bref, un ami commun. J'ai des bons souvenirs du Sichac à Sainte-Agathe, à Sainte-Anne-des-Monts, en fait, en Gaspésie. C'est un des meilleurs endroits pour faire le party au Québec. Les gens qui y sont déjà allés vont s'en souvenir. Parfait. Bon, alors donc, continuons de voyager, puis surtout, arrêtons de nous faire la morale par des gens qui prétendent vouloir notre bien et finalement vont finir par l'avoir. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Merci, Hugo Veilleux. Merci, Cybèle Olivier. Merci, Jean-Philippe Leroux. Merci surtout à vous qui nous écoutez et qui nous regardez. Cube.